Fraser. Lac intercepte. Lance et goal! Ça va, votre but! Lac Dérissard sur la glace. C'est Lac Dérissard. Ces deux-là. Un lancer magnifique d'arrêt au Lac. Oh, le but! Bienvenue à l'ultime classement. Ici Pierre Houde. Pour bien des directeurs généraux dans la Ligue nationale de hockey, l'ailier gauche idéal serait à la fois talentueux et costaud, habile marqueur et maître de l'échec avant, capable de se rompre les os autant devant le filet que dans les coins de patinoire. Plusieurs grands joueurs n'ont pas réussi à se tailler une place, incluant deux membres du Temple de la Renommée, Bert Homestead et Dick Duff, totalisant à eux deux pourtant 6 Coupes Stanley. Shane Corson, quant à lui, a terminé au 11e rang. Sans plus tarder, voici la crème des ailiers gauches du Canadien de Montréal. Au début des années 60, Toronto était l'équipe dominante de la Ligue nationale, gagnante de 3 Coupes Stanley consécutives. Le Canadien était compétitif, mais le directeur Frank Selke croyait que son club manquait de robustesse. Il a alors fait appel à un certain John Ferguson. Le problème fut réglé instantanément. Il y avait maintenant un nouveau policier à Montréal et par conséquent, il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre pour les Jean Béliveau et Yvan Cournoyer. Ferguson n'était pas le joueur le plus gracieux, mais ses mains étaient étonnantes et il avait un tir des poignets vif et précis. Lors de ses 8 saisons à Montréal, il joua un rôle déterminant en contribuant à 5 conquêtes de la Coupe Stanley. Il demeure encore aujourd'hui une référence en matière de dur à cuire. Notre panel d'experts lui confère le 10e rang. La majorité des jeunes Québécois commencent à patiner vers l'âge de 5 ans. Le 9e joueur à notre classement a chaussé les patins pour la première fois quand il en avait 14. Mais à peine 10 ans plus tard, Yvon Lambert était membre en règle du Canadien de Montréal. C'est à l'automne de 1974 que l'entraîneur Scotty Bowman a commencé à jongler avec l'idée de jumeler Lambert à 2 recrues, Doug Risebrough et Mario Tremblay. Au cours des 8 saisons suivantes, ils en sont venus, tous les 3, à former le meilleur 3e trio du circuit. Chacun jouait avec fougue et détermination, Lambert étant le franc-tireur, marquant plus de 20 buts à 7 reprises en 9 saisons complètes. En saison régulière, en 683 matchs, 479 points. Mais en série d'après-saison, en 90 matchs, 49 points. Un joueur très tenace, un joueur coriace près du filet, avec Mario Tremblay et Doug Risebrough, probablement une des meilleures jeunes ligues de la Ligue nationale à cette époque. Le joueur natif de Drummondville adorait foncer vers le filet et ses coéquipiers savaient comment le repérer. Comment oublier son fameux but gagnant en prolongation lors du 7e match de la demi-finale de 1979 contre les Bruins de Boston. But préparé avec brio par Mario Tremblay. Don Cherry en rêve encore. Yvon Lambert a joué dans l'ombre de plusieurs grands joueurs, mais il était un incontournable au sein de cette dynastie des années 70. Voilà pourquoi il détient la 9e place à l'ultime classement. La plupart d'entre nous se souviennent de lui en tant qu'analyste, aux côtés du grand René Lecavalier, à la soirée du hockey. Mais durant ses heures de gloire, Gilles Tremblay fut l'un des joueurs les plus excitants de la Ligue nationale. Tremblay était un élève modèle pour ses entraîneurs, intelligent et souple, capable de s'adapter à toutes les situations. Il a vite appris à maîtriser toutes les nuances de la Ligue nationale. La qualité exceptionnelle de Gilles Tremblay, son coup de patin. Rapide, solide, et il complétait à merveille le jeu de Jean Béliveau et de Bernard Geffrier. Derrière le filet, retour Tremblay, il a fait goal! Gilles Tremblay, après Henri Richard, c'était sûrement le meilleur patineur du Canadien.
Il pouvait très bien jouer défensivement. Il jouait très souvent contre les meilleurs ailiers de l'autre côté. Il pouvait très bien aider Béliveau et Geoffrion à marquer des buts. Et Gilles Tremblay a des avantages numériques. C'était le meilleur joueur que le Canadien a eu. Malheureusement, les blessures et la maladie ont limité son efficacité et nombreux sont ceux à se demander ce qu'aurait pu être sa carrière sans ses embûches. En 1969, Gilles Tremblay a annoncé sa retraite, souffrant d'asthme chronique. Malgré une carrière abrégée, nos experts ont reconnu son talent et sa contribution et lui accordent le 8e rang. Le légendaire Frank Mahovlich a peut-être gagné 4 Coupes Stanley à Toronto et évolué avec Gordie Howe à Détroit, mais si vous lui demandez quels furent ses meilleurs moments en carrière comme hockeyeur, il répondra sans hésiter que ce furent ses 4 années comme membre du Canadien. Il adorait la ville, l'équipe, les partisans. Ce géant que l'on disait ténébreux et colérique au point de pousser Punch Imlach au bord d'une crise de nerfs ne s'est jamais manifesté à Montréal. Son attitude, au contraire, fut irréprochable, tout comme son engagement envers l'équipe. C'est un gars qui a eu une belle carrière. Il n'a pas joué extrêmement longtemps avec les Canadiens, mais c'est un gros gaillard, comme son frère d'ailleurs. Et puis c'est un gars qui avait énormément de talent, puis lui aussi avait beaucoup de caractère. Le directeur général Sam Pollock était reconnu comme un génie, mais il savait aussi être réaliste. En 1970, il savait que le Canadien manquait de ressources pour gagner la Coupe Stanley. Phil Esposito et Bobby Orr faisaient la pluie et le beau temps à Boston. Et Montréal avait bien besoin d'une super vedette. Il a donc décidé d'envoyer Mickey Redmond, Bill Collins et Guy Charron à Détroit pour mettre la main sur Mahovlich. La transaction fut à l'origine de la 17e Coupe Stanley du Canadien. Le Big M était intimidant. Il ne fallait pas le réveiller. Quand on l'a réveillé, c'est un style classique, si tu veux. Il pouvait monter en ligne droite, mais il était intimidant parce qu'il y avait une longue portée, il y avait un bon lancer. On l'a surtout connu à Toronto, mais à Montréal, il a fait sa marque les quelques années qu'il a joué. Si la plupart des partisans se rappelleront des performances sensationnelles du gardien Ken Dryden, c'est Mahovlich qui a mené l'équipe en attaque, dominant les pointeurs en série. Pendant ces années à Montréal, Mahovlich a joué le plus grand hockey d'une carrière qu'il a mené au temple de la renommée. Il était un leader sur la patinoire, un véritable champion. Son affection pour Montréal n'avait d'égal que l'admiration que lui témoignaient en retour les partisans du Canadien à cette époque. Au retour, nous passons au 6e, 5e et 4e rang de l'ultime classement des ailiers gauches. De retour à l'ultime classement. Le 6e joueur sur notre liste a joué au tout premier match disputé au Forum. Au moment de sa retraite, on disait de lui qu'il était l'un des meilleurs joueurs petit format dans l'histoire du hockey. Aurel Julia s'est joint aux Canadiens en 1922, lorsque l'équipe a cédé le légendaire Newsy Lalonde pour obtenir ses services, dans une transaction fort controversée à l'époque. Le petit nouveau a aussitôt été utilisé au sein d'un trio complété par Howie Morenz et Billy Boucher, et est vite devenu l'un des ailiers gauches les plus dominants de l'histoire. Jolia avait aussi un côté excentrique. Il tenait obstinément à porter une casquette noire sur la patinoire. Si un adversaire lui faisait perdre au passage, il la ramassait tout simplement pour ensuite la poser délicatement sur sa tête. Près de 50 ans suivant son dernier match au Forum, Jolia fut admis au sein de la grande équipe de rêve dans l'histoire du Canadien. Alors âgé de 83 ans, il a soulevé la foule avec son coup de patin et ses manœuvres avec la rondelle. Le petit géant a raflé 3 Coupes Stanley et un trophée Hart. Un des véritables pionniers de la Ligue nationale de hockey, on comprend bien pourquoi nos experts lui confèrent la 6e place. Il faut beaucoup de caractère pour accepter d'emprunter des sentiers inexplorés en tant qu'athlète. Quand Mats Näslund est devenu le premier joueur européen à se tailler une place dans l'alignement des glorieux, la pression était énorme. Mais les sceptiques furent rapidement rassurés.
Non seulement Neslund a su s'adapter parfaitement à la Ligue nationale, mais il est devenu l'un des meilleurs ailiers gauche de l'histoire du club et peut-être le plus grand joueur européen à avoir endossé le chandail du tricolore. Là, c'est une deuxième attaque. Étonnamment solide malgré son petit gabarit, Neslund n'a raté que 23 matchs au cours d'un séjour de 8 ans à Montréal. Le petit Viking est devenu une véritable vedette offensive avec le Canadien, marquant en moyenne 30 buts par année. Mats Naslund, c'est un joueur extrêmement explosif. Je pense que c'est le premier Européen qui jouait pour le Canadien. Il a eu un impact. Le dernier joueur a compté 100 points pour le Canadien de Montréal. Il était très spectaculaire, faisait des feintes. C'était un gars qui comptait des gros buts aussi, puis qui n'avait pas peur d'aller dans le trafic. Je me souviens de son arrivée avec le Canadien, Naslund, qui est employé avec Bobby Smith. Il a été le meilleur marqueur du Canadien. Je me souviens même une année, il a marqué le but gagnant pour nous éliminer à Québec. Combien de secondes Bobby Smith est en position de la rondelle? Bob Gainey est un joueur offensif assez limité. Mats Naslund est beaucoup meilleur avec le rondelle. Et combiné avec sa petite taille, ça donne un petit avantage à Naslund. Ailier gauche, droite, centre, c'était quelqu'un à l'aile gauche, puis c'était ma joueur favori, c'était Mats Naslund. Neslund fut le premier Européen à Montréal et il aura établi des standards très élevés pour tous ceux qui ont suivi. Au repêchage de 1973, ils étaient plusieurs à se demander si Sam Pollock n'avait pas momentanément perdu la carte. Avec le 8e choix du tout premier tour, il a prononcé le nom de Bob Gainey lorsque vint l'annonce du Canadien. C'était le silence le plus complet dans la salle. Les directeurs rivaux se regardaient en se disant « Mais qui est ce Bob Gainey ?» Eh bien, il s'agit du même ailier gauche dont le numéro 23 flotte aux côtés d'autres immortels dans les hauteurs du Centre Bell et il est membre en bonne et due forme du temple de la renommée du hockey. To me, Bob Gainey is the epitome of a Montreal Canadian. He's got the skill, he played the game with passion at both ends of the rink, and he carried himself with class. I mean, when you think of the Montreal Canadiens, that's what you think of, is a complete hockey player and someone who respects the game, and I don't think anyone respected the game more than Bob Gainey. Gainey possédait plusieurs atouts, mais c'est son extraordinaire jeu défensif qui a forcé la Ligue nationale à créer un trophée pour récompenser des attaquants comme lui. Bob Gainey! Il y a eu du très beau jeu de Gainey au départ. Il a été persistant. Gainey était tellement dominant que le grand maître du hockey soviétique, Anatoly Tarasov, l'a décrit comme le meilleur joueur au monde du point de vue technique. Il pouvait tout faire sur la glace. On lui a demandé un rôle défensif, il était défensif. Il a déjà joué avec 2 fractures de la clavicule. C'était un gars qui se donnait complètement pour le Canadien. Et défensivement, il a gagné le trophée Frank Selke tellement souvent. C'est peut-être le meilleur joueur défensif que le Canadien a connu chez les ailiers. Il était aussi coriace que stoïque. Rares sont les joueurs, en effet, qui pourraient compléter des séries éliminatoires avec 2 séparations d'épaules. Quand Serge Savard a quitté pour Winnipeg, Gainey est devenu capitaine du Canadien et il l'est resté pendant 8 ans. Dans des grandes occasions, ça prend des joueurs de premier plan. Et il y en a dans la chambre qu'il faut qu'ils se lèvent, il y en a qu'il faut qu'ils prennent les choses en main. Bob Gainey était non seulement un capitaine, mais était un meneur d'hommes, était un joueur qui a joué en dépit de blessures. Alors, il était une inspiration pour ses coéquipiers à chaque saison qu'il a disputée pour le Canadien. Adoré par ses coéquipiers pour son leadership tranquille, Gainey parlait peu. Mais quand il le faisait, tout le monde, la direction, le personnel de soutien, l'écoutait. Quintuple vainqueur de la Coupe Stanley, lauréat du Conn Smythe, Bob Gainey est le meilleur ailier défensif de l'histoire du Canadien et probablement le meilleur de l'histoire de la Ligue nationale. Pas si mal pour un pur inconnu. Une autre preuve que Sam Pollock se trompait rarement. Au retour,
les 3 premiers dans l'ultime classement. C'est un peu difficile d'apprécier la place qu'occupe le numéro 3 sur notre liste des plus grands ailiers gauche du Canadien. La raison est bien simple. La plupart des amateurs le considèrent surtout comme le plus grand entraîneur de l'histoire de la Ligue nationale. Mais Hector Toeblake a bel et bien connu une carrière exceptionnelle comme joueur avec le Canadien de Montréal. Au départ, il était membre des Maroons de Montréal, même qu'il a gagné la Coupe Stanley avec cette formation. Mais en 1938, on l'a échangé au Canadien en retour de Lorne Chabot. Au début, ce n'était pas une transaction concluante. L'équipe peinait à sortir des bas-fonds du classement. Un membre indispensable de la punchline complétée par Elmer Lack et par Maurice Richard. Fiable à côté des deux autres, qui étaient des joueurs à caractère très, très offensif, et l'autre complétait bien leur stratégie. Il a gagné un trophée Hart, un championnat des marqueurs. Il a été l'une des grandes vedettes dans l'histoire du Canadien. I saw Toeblake play with the punchline, and he was the perfect blend along with Elmer Lack and the Rocket. And the thing about Blake that amazed me was that he was actually a clean player for a long time, and then he wound up getting tough. Le 11 janvier 1948, à la suite d'une double fracture à la cheville, Toeblake dut mettre un terme à sa carrière de joueur. 8 ans plus tard, il devenait l'entraîneur du tricolore. Nous y reviendrons d'ailleurs dans un autre épisode de cette série. Entre-temps, nos experts le considèrent comme l'un des 3 meilleurs ailiers gauches de l'histoire du Canadien. On lui en a donné des surnoms, et pas toujours les plus élégants. Mais ils étaient tous, au fond, très élogieux. D'ailleurs, le 2e meilleur ailier gauche de l'histoire du Canadien n'avait aucune objection à ce qu'on dise de lui qu'il faisait carrière avec les restes que lui refilaient les autres joueurs. En le faisant, il est devenu l'un des marqueurs les plus prolifiques de son époque. Steve Schott a toujours prétendu que, d'abord et avant tout, il était chanceux. Être au bon endroit, au bon moment, accompagné de grands joueurs, il disait qu'il n'avait qu'à être patient et que les rondelles errantes allaient inévitablement aboutir sur sa lame de bâton. Mais l'ensemble de sa carrière prouve qu'il est beaucoup trop modeste en parlant de la sorte. Steve Schott fut tout simplement l'un des plus redoutables francs-tireurs de l'histoire et l'un des facteurs clés dans l'établissement de la grande dynastie des années 70. Le 2e choix au total du repêchage de 1972, Schott a passé la majorité de ses 2 premières saisons sur la galerie de la presse. Mais en 1974, l'entraîneur Scotty Bowman lui a enfin donné sa chance, aux côtés de Peter Mahovlich et d'un Guy Lafleur qui tardait à éclore. Si Bowman cherchait à créer une étincelle, il a plutôt allumé un énorme brasier. Le trio est devenu l'unité offensive la plus terrifiante du hockey professionnel, le fer de lance de la meilleure équipe de l'histoire. Il détient tous les records offensifs du Canadien pour les ailiers gauches. Il a connu 9 saisons de 30 buts. Ça, c'est la même chose que Maurice Richard. C'est 2 saisons de 30 buts de plus que Guy Lafleur. Et on peut aussi parler de Dickie Moore et de Toeblake, mais il a récolté 170 buts de plus que Toeblake, qui a connu une grande carrière. Après que Mahovlich fut échangé, Jacques Lemaire a pris le relais et le trio a continué sur sa lancée, étant au cœur d'une séquence de 4 Coupes Stanley. Schott est le meneur parmi les ailiers gauches du club avec 408 buts en carrière. Il fut aussi le premier à déjouer Vladislav Tretiak lors du fameux match du 31 décembre 1975 entre le Canadien et l'Armée rouge. Comme le veut le vieux cliché, le grand gardien n'y a vu que du feu. Sa plaque au temple de la renommée en témoigne. Steve Schott mérite, sans l'ombre d'un doute, la 2e place à notre classement. Nous voici donc à la première position. De qui s'agit-il? La réponse après la pause, à l'ultime classement.
Jusqu'ici, on retrouve 5 membres du Temple de la renommée à notre classement. Il est normal donc que notre premier de classe y ait sa place également. Certains historiens jugent qu'il est peut-être le meilleur ailier gauche de tous les temps. Le quartier Parc Extension de Montréal a toujours été une terre fertile pour les sportifs. Plusieurs grands athlètes en sont issus. Et le plus célèbre d'entre eux demeure encore aujourd'hui Richard Winston Moore. Sur la glace, on le surnommait Digging Dickie, un fougueux attaquant qui, au départ, eut quand même beaucoup de difficultés à se tailler une place dans la formation. Il s'est finalement établi dans la Ligue nationale en jouant aux côtés d'Elmer Lack et de Maurice Richard, mais les succès n'ont pas immédiatement suivi. C'est à l'arrivée d'Henri Richard, frère cadet du Rocket, que tout a changé. Réuni sur un trio avec les frères Richard, Moore a fleuri et il est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a remporté le championnat des marqueurs à 2 reprises et a gagné 6 fois la Coupe Stanley. Reconnu pour ses mains rapides et son coup de patin fulgurant, Moore était un véritable cauchemar pour les gardiens adverses, qui ne savaient jamais à quoi s'attendre. Moore pouvait décocher un tir de façon imprévisible, ou tout aussi bien déployer l'une de ses nombreuses feintes pour humilier même le cerbère le plus méfiant. C'est aussi avec son style impitoyable et son acharnement qu'il parvint à se démarquer davantage, une approche qui devint contagieuse au sein du Canadien. Des blessures à répétition au genou n'ont pas diminué son niveau d'engagement. Dickie Moore, c'est bien connu, jouait avec la même intensité malgré la douleur. Dickie Moore was the most underrated Canadian of all time. He could do everything. He fought, he could score. He played one season where he led the league in scoring and he had a broken arm. How do you beat a guy like that? Cette attitude s'est non seulement répandue dans le vestiaire, elle a bientôt défini l'identité même du club de hockey canadien. Moore en était le point névralgique. Malgré des séjours à Toronto et avec les Blues de Saint-Louis, le monde du hockey se souviendra toujours de Dickie Moore comme d'un membre émérite du Canadien, un des plus grands de son histoire. Le petit gars du parc ne joue plus au hockey depuis longtemps, mais le feu sacré ne s'est jamais éteint. On ne s'attendrait pas à moins d'ailleurs de l'homme qui, aux yeux de nos juges, est le plus grand ailier gauche de l'histoire du Canadien de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres pour l'ultime classement à RDS. Au nom de toute l'équipe, ici Pierre Houde.